90 minutes au Bénin, bonsoir. Le parcours de 1000 km entamé depuis 2 semaines ou pour faire plus précis, 15 jours bas de l'aile à bien des endroits, des conseils communaux et municipaux installés dans les délais, mais dont l'élection de l'exécutif est bloquée à bien des endroits. Les velléités de contrôle du fauteuil municipal ou communal, les passions se sont déchaînées à l'interne. La discipline de groupe et la cohésion voulue au sein des partis politiques sont mises à rude épreuve. Et cette parade du législateur qui vient à point nommé à bien des égards, le code électoral explicité et complété pour démêler les chevaux, un problème de régler au sein des formations politiques, lesquelles sont d'ailleurs conviées au palais de la Marina pour certainement donner caution à ce processus de déblocage. Quelques conjectures à propos du jeu démocratique voulu à l'interne pour contourner d'éventuels abus des leaders politiques, la mesure qui vient tonifier les partis politiques constitutionnels, une panacée aux différents questionnements suscités par la réforme du système partisan. Pourquoi recourt-on au législateur pour régler un problème interne aux formations politiques? Voilà autant de questions que nous passerons en revue durant les 30 premières minutes de cette émission autour de ce plateau. Arnaud Doumaron, bonsoir Arnaud, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Et face à lui, Félicien Fagnon, bonsoir Félicien. Bonsoir Eman. Nous sommes donc mercredi 3 juin 2020. Bienvenue dans 90 minutes au Bénin pour vous installer. Voici les unes de la presse. Que nous présente le quotidien La Nation à sa une, élection des exécutifs communaux, le code électoral modifié pour plus d'efficacité et puis renforcer la discipline du groupe au sein des partis politiques, nous prescrit La Nation à sa une. Et puis Koufo, les nouveaux maires prennent service dès ce jour. On passe à un autre quotidien, donc tout de suite Le Soleil Bénin Info, Assemblée nationale, code électoral relooké, adopté, le développement à la base préoccupe Patrice Talon. Libération, la discipline du groupe enfin imposée, les nouvelles dispositions de la loi, une grande avancée politique sous Patrice Talon. Nouvelle expression, blocage autour de l'élection des maires, le code électoral révisé en procédure d'urgence. Le potentiel, la thérapie contre la paralysie des conseils communaux pour parler de la modification du code électoral au Parlement hier et puis rétablissement des sièges du Bloc républicain dans les collines. Benoît Degla reste le seul homme fort de Ouessé. Matin libre, Bénin, difficulté dans l'élection des maires. La mouvance se tire une balle dans le pied. Une loi interprétative à la rescousse. Des voix s'élèvent contre des députés tentent de justifier l'acte posé. Puis l'opinion aujourd'hui rétablit dans ses droits dans l'arrondissement de Dassa 2. L'UP dispose désormais de la majorité absolue. 14 conseillers contre 10 pour le Bloc républicain et 1 pour la Force Corée pour un Bénin émergent. Et puis installation des conseils communaux sur fond de profond malaise politique. La finalité de développement mise en veilleuse. Et pour finir, le quotidien Maison Fraternité qui titre blocage dans la désignation des exécutifs des communes, la parade des députés, les 10 articles modifiés, puis les maires et leurs adjoints désignés par le parti de la majorité absolue. Entretien avec le professeur Maxime Dacros, directeur de l'UAC. La Covid-19 a été une opportunité pour l'université béninoise, c'est un mal pour un bien. En vérité, c'est cette chronique signée Moïse Dossoumoun, les réglages des députés. Voilà donc qui met un terme à la une des parutions de ce jour. Tout de suite, le duel. Très bien, la rencontre entre Patrice Talon et les responsables du parti politique s'est déjà achevée, a-t-on appris de sources venues de la présidence de la République. Dites-nous cette rencontre, est-ce qu'elle était la bienvenue, Félicien Fagnon? Oui, je pense qu'elle était la bienvenue parce que quand j'ai suivi tout à l'heure l'introduction faite par le président de la République
lors de cette séance. Je pense que il était donc nécessaire pour lui, comme il l'a dit d'ailleurs, de consulter les partis politiques d'abord, avant de se prononcer certainement sur la loi complétive qui a été votée hier à l'Assemblée nationale par les députés en raison de la situation de blocage à laquelle donc fait face les préfets dans les installations des conseils communaux et municipaux et l'élection donc des maires et leurs adjoints. Et donc le chef de l'État a dit avoir été informé donc de cette loi, du vote de cette loi, et que lui-même, avant de poser un quelconque acte, il fallait donc pour lui discuter donc avec les ressorts des partis politiques pour voir peut-être l'opportunité de cette loi complétive, voir peut-être ce qui se passe à l'interne donc de ces partis politiques et voir maintenant ce qu'il faut faire pour régler le problème. Donc il était donc important, parce que s'il ne le faisait pas et qu'il prenait un acte pour d'abord soumettre la loi à l'appréciation de la Cour constitutionnelle, puis ensuite la promulguer sans l'avis donc sans échanger avec les ressorts des formations politiques béninoises, ce serait pas trop bien. Ça va confirmer ce qui se dit donc au sein de l'opinion publique. C'est un peu comme si c'est lui qui s'est entendu avec le président de l'Assemblée nationale pour que cette proposition de loi donc vienne à l'Assemblée nationale. Donc il a bien fait d'initier cette rencontre. Nous n'avons pas encore les conclusions, mais je crois que la démarche en elle-même, elle est très bonne. Très bien. Démarche après coup, l'Assemblée nationale a déjà voté la loi complétive et explicative. Est-ce que consulter les partis politiques pour vous a encore un sens à ce stade? Non, pas du tout, parce que je crois que cette rencontre n'est pas opportune, étant donné d'ailleurs que vous savez que on n'a pas prévu, le constituant n'a pas prévu cette étape avant la promulgation de la loi, parce que lorsque le chef de l'État pose un certain nombre d'actes, nous devons pouvoir regarder ces actes-là à la lecture de la loi. Et à la lecture de la loi, on n'a pas dit quelque part, le constituant n'a pas prévu que, après le vote d'une loi à l'Assemblée nationale, que le chef de l'État consulte les partis politiques avant de penser à saisir la Cour constitutionnelle. Donc, déjà, du point de vue de la loi, la démarche n'est pas du tout compréhensible, mais au-delà du point de vue de la loi, il faut quand même comprendre que lorsqu'on convoque les partis politiques, alors qu'on sait que ce sont les partis politiques qui ont voté une loi, ça veut dire quelque part qu'on a quelque chose, il y a mal donne quelque part. Il y a mal donne pourquoi? Il y a mal donne à partir du moment où vous convoquez, il y a l'Assemblée nationale, et sont représentés à l'Assemblée nationale les partis Union progressiste et bloc républicain. Alors qu'à l'Assemblée nationale, on doit donc avoir la pluralité d'opinion et se dit donc dès lors qu'une loi vient de l'Assemblée nationale, alors cette loi-là vient donc de la pluralité d'opinion au niveau, en tout cas au niveau national. Mais en convoquant une fois encore les partis politiques à cette table de discussion, ça dit que quelque part, le chef de l'État se rend compte qu'à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas forcément la pluralité des opinions. Est-ce que le chef de l'État se dit quelque part qu'à l'Assemblée nationale, forcément, il n'y a pas forcément une divergence de point de vue. Les débats n'ont peut-être pas été ce qu'ils devraient être. Et que par rapport à ça, il a besoin de recourir encore à l'avis de formation politique pour davantage avoir une pluralité d'opinion. Ouais, donc ça suscite beaucoup de questionnements. Ouais, donc la démarche en elle-même, du point de vue en termes de lecture de la loi, de la Constitution, ne répond à rien du tout. Mais ensuite, lorsque nous prenons par rapport comme ça, lorsque vous avez une Assemblée nationale qui est censée être installée, donc au sein de laquelle on devait avoir donc une pluralité d'opinion, comme courant de pensée, et que lorsque cela fait défaut, on éprouve alors le besoin donc de convoquer parfois, de mon point de vue, une rencontre pareille pour dire peut-être là, nous aurons donc en tout cas une pluralité de point de vue et à l'aune de cette pluralité de point de vue, nous saurons donc dans quel sens aller. Justement, prendre les avis de ces différentes formations politiques-là, 9 au total, y compris donc les deux qui soutiennent le chef de l'État, la force groupe Premier ministre également. Est-ce qu'à votre avis, ces avis pourraient amener le chef de l'État à peut-être ne pas promulguer cette nouvelle loi, ainsi dit? Il faut d'abord que l'on comprenne que là où le chef de l'État est, sa position aujourd'hui ne permet même pas de bloquer l'évolution de la loi. Cette loi votée, si la Cour la jugeait, la déclarait conforme à la Constitution, elle va s'imposer au chef d'État qu'il l'ait promulguée ou pas. Parce que vous savez que la loi, les textes sont clairs, qu'il promulgue une loi ou pas, si elle est déclarée conforme à la Constitution, elle devient exécutoire après un certain nombre de temps donné. Et donc ça va s'imposer au chef de l'État. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la démarche
c'est-à-dire la concertation qu'il a initiée est quand même bien, parce qu'on n'est pas tenu de prescrire dans la Constitution, mais dans une loi, le dialogue, avant donc de poser certains actes. Parce qu'il prend son stylo pour signer, c'est que c'est fini. Donc, il a estimé nécessaire d'échanger avec les formations des partis, enfin, les formations politiques qui sont engagées par ces lois-là. Parce qu'en réalité, il s'agit d'eux. Et donc, c'est pour ça que moi, je disais tout à l'heure qu'il était normal. Il était normal qu'il les consulte, même si ça ne va rien, ça ne va pas changer grand chose. Mais le chef d'État a le pouvoir de renvoyer cette loi à l'Assemblée nationale pour demander une relecture. S'il n'est pas d'accord sur certains points donnés, cette possibilité revient au chef d'État. Donc, si, à l'issue des échanges qu'il y a eu tout à l'heure, le chef d'État et les partis politiques estiment que cette loi n'est pas nécessaire, si elle n'est pas opportune, si l'ensemble des fonctions politiques pensent que ce n'est pas bon, le chef d'État peut demander une relecture à l'Assemblée nationale. C'est vrai que avec le temps, ça ne pourra plus être utile, parce que en fait, il y a un délai pour installer pour faire élire les maires et leurs adjoints. Il y a un délai également pour suivre les procédures légales qu'il faut pour pour qu'une loi soit donc exécutoire. Oui, satisfaction pour certains leaders politiques, crainte pour d'autres, vu la démarche un peu adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que les avis de ces différentes formations politiques pourraient influencer la promulgation ou non de cette loi, et donc demander une deuxième lecture de cette loi ainsi votée? Non, pas du tout. Je crois que les avis de ces formations politiques ne comptent pas du tout. Si le chef de l'État estime que, en tout cas, qu'il va demander une seconde relecture, il le fera. Pas forcément en tenant compte des avis de ces partis politiques. Vous connaissez le président Patrice Talon. Vous savez, nous l'avons vu par le passé lors des élections législatives, lorsqu'il a voulu conduire le processus à terme. Il est allé à terme. Il a fait des rencontres sur des rencontres, mais finalement, il a pris une décision. Il a pris sa décision et il a maintenu sa poursuite jusqu'à la fin. Donc, je ne crois pas que ce soit une rencontre qui apporte quelque chose. Je me dis que, bon, encore que vous savez que lorsque vous parlez des partis politiques invités, pourquoi on a fait le choix sur ces 9 formations politiques, alors que légalement, il y en a plus. Parce que ces formations politiques sont en règle. Non, mais justement, il y a d'autres formations politiques qui sont en règle vis-à-vis de la loi, mais qui ne sont pas à cette rencontre-là. Alors que si on va parler, par exemple, des formations politiques qui ont peut-être qui ont pris part à la Sénat, il y en a même qui ont été bloqués à la Sénat. Quand vous prenez, par exemple, le MPL, le Mouvement pour la libération du peuple. Le Mouvement populaire de libération. Le Mouvement populaire de libération. Vous prenez cette formation politique, par exemple, cette formation a été déjà recalée au niveau de la Sénat. Et donc, sur quelle base? On a donc choisi ces 9 partis politiques au cours de cette table de discussion. Mais toujours est-il que je dis, ce n'est pas la rencontre là, ne servira peut-être pas. Ça ne va rien changer en fait à la procédure. Pourquoi est-ce que vous trouvez une réponse à ce qu'il dit? Pourquoi est-ce qu'on a invité les 9 formations politiques? C'est vrai que ces 9 formations politiques ont manifesté tout au moins leur envie de prendre part aux élections législatives, communales passées. Évidemment, lui-même a déjà répondu à la question pour dire qu'on parlerait peut-être des formations politiques engagées par les élections en cours. Parce qu'en réalité, ces formations politiques que nous avons vues ont tenté, ont postulé. Certains n'ont pas pu remplir les conditions. Et donc, donc, le processus en cours, en réalité, les engage. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais c'est ma lecture. À moi de dire la chose, c'est que les élections en cours, le processus en cours les engage. Ça peut être l'une des raisons pour lesquelles c'est seulement ces partis-là qui ont été donc invités. C'est vrai que la loi votée, si elle est acceptée, elle concerne tout le monde, et même les partis politiques qui ne sont pas encore nés et qui naîtront plus tard, cette loi-là les engage, parce que c'est tellement que très prochainement, ces partis vont postuler. Oui, de choses proches des partis politiques, on dit que cette rencontre a également permis à ces leaders qui étaient présents à la présidence de demander au chef de l'État de revoir également, peut-être une certaine procédure, la question du parrainage pour la présidentielle qui s'annonce. Est-ce qu'on n'aurait pas donc dû attendre de faire une relecture profonde de ce code électoral-là? Oui, justement, c'est même là le problème, le drame, parce qu'on a l'impression que les députés de la justice administrative sont très vite passés à côté. Vous savez que lorsque vous avez voté une loi, vous avez fini de voter une loi, mais la loi s'impose à tout le monde, comme on le dit. Et pourquoi on a prévu, le législateur a prévu le recours à la Cour suprême? On a prévu même, en cas de plainte d'interprétation, mais le juge est là. Quand nous prenons la Constitution, par exemple, disons bien souvent que la Constitution est ce que dit le juge constitutionnel. Mais lorsqu'il s'est agi même d'un problème dans la mise en application de ce code électoral-là, mais on a prévu, le même législateur a prévu le juge du contentieux électoral. Et dans le cas d'espèce, c'est la Cour suprême qui doit pouvoir
statuer sur la question. Mais pourquoi ne pas aller laisser la procédure aller jusqu'au bout et puis on interrompt la procédure? Ça veut dire que demain, si nous avons un petit problème, les parlementaires vont se réunir pour dire non, allons régler en même temps le problème au lieu de laisser les juridictions jouer leur rôle. Ça ne se comprend pas du tout. Franchement, ça ne se comprend pas. Donc, vous avez un petit problème dans la mise à l'application d'une loi dont le Parlement est devenu, je ne sais pas, si c'est pas, je ne sais même pas comment le qualifier le Parlement. Et donc, dès lors que nous avons un petit problème dans la mise à l'application d'une loi, les députés entrent se réunir rapidement au Parlement et en une procédure d'urgence en 24 heures, on corrige. Alors même que nous avons des juridictions, nous avons des juges capables d'interpréter la loi. Et si, après coup, dès lors qu'on a fini la procédure, si les parlementaires estiment que la mise à l'application de cette loi, avec l'interprétation de la Cour suprême, est erronée, et les parlementaires peuvent se réunir pour prendre d'autres nouveaux lois. Est-ce que nous pouvons maintenant aller à une relecture profonde? Donc on ne comprend pas du tout cette démarche-là qui vise à qu'on appelle, il y a certains qui parlent de changer les règles du jeu au cours du jeu, et qui nous installent d'office dans une insécurité juridique. Donc dès lors qu'il y a un petit pépin qui n'arrange peut-être pas les députés d'une telle formation politique, on se réunit très rapidement. Est-ce que vous comprenez, vous, Félicien, la démarche du Parlement en adoptant cette nouvelle loi, pour ainsi dire? Vous savez, si il m'était donc permis de vraiment d'élaborer tout à fait sur cette question. Cet acte que les députés ont posé hier, je pense que, à mon avis, ce n'est pas du tout bien, même si l'acte était donc pertinent. Cela relève de leur défaut, de leur erreur. Je le dis parce que c'est eux-mêmes qui ont voté la loi. Pourquoi ils ne s'étaient vraiment pas patientés pour voir tous les contours, d'accord, de cette loi, alors qu'on sait que ce code-là souffrait de certains mots. C'est pour ça ils l'ont relu, même 2 fois d'ailleurs, parce que ça avait été relu en 2018, je crois, et puis en 2019 encore, ils l'ont encore corrigé. Pourquoi est-ce qu'eux, ils n'ont pas analysé tous ces paramètres-là avant donc de voter la loi tout récemment en 2019? Et donc, ils sont allés, ils ont posé l'acte, et effectivement, ils ont arrêté le jeu, ils sont allés modifier le règlement du jeu, puis ils sont revenus et pour maintenant continuer le jeu. C'est d'ailleurs ce qui explique la rencontre du chef d'État avec les partis politiques, parce que c'est incompréhensible cet acte-là qu'ils ont eu à poser. Mais, je dis l'acte qu'ils ont posé, est-ce seulement en leur faveur que l'acte va? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que si ces députés-là laissaient ces incompréhensions au niveau de la loi et qu'ils ne corrigeaient pas ça tout de suite, ça veut dire qu'en 2026, c'est possible que nous retrouvions encore dans les mêmes difficultés. Et donc, pour cela, on peut justifier, on peut comprendre l'acte qu'ils ont posé pour régler le problème une fois pour de bon. Peut-être qu'en 2026, on n'aurait pas le Parlement qu'il faut, on n'aurait pas le consensus qu'il faut. Vous rappeler que parce qu'il y avait eu un défaut de consensus en 2013, on n'avait pas pu organiser à temps les élections communales et municipales. C'est le défaut de consensus qui avait fait qu'on n'avait pas pu organiser ces élections. Et donc, est-ce qu'en 2026, nous aurons le Parlement qu'il faut en ce temps-là pour corriger avant les élections? Et donc, les députés, en corrigeant hier, ont peut-être réglé un problème pour l'avenir. Oui, un problème de régler au sein de... L'acte n'est pas bon, mais en réalité, la portée de l'acte, elle n'est pas mauvaise. L'acte n'est pas bon, mais sa portée, semble-t-il pour vous, est très bonne. Je ne comprends pas. En tout cas, il faut qu'on m'explique cette bonne portée de l'acte posé par les députés hier. Parce que vous savez que lorsque nous prenons, en tout cas, les actes nouveaux, on parle désormais de désignation. Si vous permettez, on change alors donc de sujet dans ce cas. Est-ce que ce n'est pas un problème de régler dès lors que au niveau des conseils communaux qui sont installés, il y a un problème de blocage pour l'élection des maires? Il n'y a pas de blocage à partir du moment où certains maires ont été élus. On parle de blocage dès lors qu'on est peut-être dans une quasi-impossibilité d'appliquer la loi, de procéder à des élections. On ne peut pas finir d'élire 26 maires et venir s'asseoir pour dire maintenant qu'il y a blocage. Alors, pourquoi on a pu quand même procéder à l'élection de ces maires-là? Donc, je ne comprends pas lorsqu'on parle de problème de blocage. On peut parler d'indiscipline, on peut parler de manque de cohésion, on peut parler de tout ce que vous voulez en termes d'ambition au sein des formations politiques qui sont en compétition, mais ne pas parler de blocage. Mais est-ce que la loi telle que votée dans son état actuel, si ça venait à être promulgué, est-ce que ça vient corriger, à votre avis, et ça c'est du fond du cœur, est-ce que ça vient corriger un problème d'indiscipline tout au moins au niveau des formations politiques, vu que la loi a prévu que ce soit le parti qui présente les maires, les candidats aux maires, mais il se fait que sur le terrain, chacun devient maire. Là également, nous avons un problème. Le problème que nous avons à ce niveau,
vous voyez, lorsque nous avons parlé des élections, par exemple législatives, il y a des problèmes de positionnement. Il y a des frustrations parce qu'on n'a pas prévu des primaires au niveau des formations politiques pour que le jeu soit démocratique, alors qu'on veut des partis forts. Si nous voulons des partis forts, ne confions donc pas le pouvoir à des hommes, ne rendons pas les hommes forts. Donc, lorsqu'on vote une loi pareille, ce que nous voulons de faire en termes de modification ou en termes d'interprétation, cela vient encore rendre les chefs des partis politiques plus forts. Or, l'ambition ou la vision, c'est de rendre les partis forts. Donc, lorsque nous avons fait les élections législatives, on a fait des arbitrages et sur des coups de tête, certainement, on n'a que des frustrations. Au niveau également des élections communales, on a fait des arbitrages, on n'a que des frustrations. Et cela, vous avez observé cela au niveau du parti Force Cohésion des gens, où des leaders de la localité n'ont pas été positionnés sur la liste qui a été déposée au niveau de la Sénat. Ça veut dire que si, entre-temps, on avait fait des arbitrages, on avait laissé le jeu démocratique se faire au niveau des formations politiques, c'est sûr que certains leaders vont sortir la tête de l'eau et on pourra positionner ces personnes-là. Mais aujourd'hui, on continue donc dans cette même dynamique d'imposer des gens et donc les hommes deviennent de plus en plus forts. Les chefs de parti, donc, pour le compte de l'élection des maires, par exemple, ils vont sortir les listes et vont dire voilà, dans telle commune, voilà les trois, non, mais on communique ça au préfet. Je ne sais pas, est-ce que véritablement la vision, en tout cas ce qu'on dit, vouloir faire renforcer les partis politiques, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il faut plutôt renforcer le jeu démocratique au sein des formations politiques. Renforcer le jeu démocratique, selon vous, ça revient à élire les maires ou à aller peut-être vers les primaires d'abord. Aller les primaires, par exemple, et que cela s'impose par exemple aux formations politiques, au niveau des formations qu'on crée des frustrations et que sur la tête de toute la que les chefs de parti désignent. Vous avez suivi Arnaud, selon lui, ça rend les leaders politiques très forts pas les leaders politiques très forts, je refuse. Même quand on dit chef de parti aujourd'hui, Arnaud Naka nous dit quel est le chef de parti politique aujourd'hui qui peut se dire fort au Bénin. Il ne peut pas me dire que Abdoulaye Biachane est fort à la tête du BR ou bien que M. Bruno Amoussou est fort à la tête du BR. J'ai donné l'exemple de CBE. Je ne crois pas. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de chef de parti politique fort, mais les partis sont plutôt forts. Et c'est ce que nous voulons. On veut des partis forts et non des leaders forts. C'est de ça que nous parlons. Ce n'est pas le chef de parti politique qui dépose la liste. Mais quelqu'un doit représenter quand même le parti. Quelqu'un doit représenter, mais ce n'est pas forcément le chef. Et donc, est-ce que pour vous, donc, les débats, est-ce que selon vous, donc, cette nouvelle loi-là, pas nouvelle loi, peut-être un abus de langage, cette loi interprétée vient corriger quelque chose? Justement, ce complément de loi, bien sûr, si je dois l'appeler ainsi, vient corriger ce qu'on appelle l'indiscipline. Parce qu'en réalité, le parti politique, il est dit clairement que c'est le parti qui présente le candidat. Le parti ne peut pas envoyer un candidat avec ses adjoints et tout ce qu'il faut, et que les candidats, les conseillers ont préalablement signé, parce qu'en réalité, avant que la liste n'aille vers le préfet, tous les conseillers signent. Ces conseillers signent, et que dans la salle, le jour de l'élection, ils fassent autre chose, c'est de l'indiscipline. Et donc, puisqu'ils ne veulent pas écouter les chefs de parti politique, il faut régler ça par une loi. Et c'est pour ça qu'il dit que l'acte des députés ont posé hier, n'est peut-être pas bon à la vue de tout le monde, mais en réalité, sa portée est très bonne, parce que ça rejoint un peu ce que nous faisons souvent au niveau donc, des universités où nous faisons des grèves. Mais il y en a qui sont contre nous, qui disent mais pourquoi ceux-là ils sont là tout le temps pour des grèves? Mais lorsque nous gagnons des choses, ça retombe sur eux tous, ils en bénéficient. C'est de ça qu'ils tous ceux qui crient aujourd'hui, qui dénoncent les députés, ils vont bénéficier de la portée de cette loi complémentaire qui a été votée hier. C'est de ça qu'il y a. Et il faut aussi relever que la décentralisation, nous sommes dans un processus de décentralisation. Ce n'est pas encore fini. On a démarré en 2002 avec des lacunes. En 2008, on avait accordé. Vous vous rappelez que la Sénat a dit nous, en 2008, pour proclamer les résultats avec des difficultés. Et c'est ça c'est depuis lors qu'on a commencé à gérer des problèmes de destitution de 2008 jusqu'en 2015. Il y a eu des contentieux qui ont jamais été. Il y a des gens qui ont signé 3 ans après, ils ont perdu leur siège. Il y a eu tous ces problèmes de 2008 jusqu'en 2013. En 2013, on n'avait même pas pu organiser les élections 5 ans après, parce que le code était malade. On a corrigé, on est allé aux élections en 2015. On a fini maintenant l'autre mandature. Nous voulons entamer une nouvelle. Il y a des erreurs qu'on a corrigées et on y va. Un jour, on arrivera à la perfection. Donc, il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Il ne faut pas en vouloir à un régime. Il faut plutôt voir la portée de l'acte qui a été posé. Le régime Yaïboni, jusqu'à présent, le code électoral a toujours, la loi qui régit les élections a toujours été corrigée, a toujours été retouchée. Oui. Le problème de ce Oui, je dis, mais donc on supprime le jeu démocratique dès lors que les acteurs politiques ne peuvent pas être responsables pour quand même élire. Et donc désormais, avec cette loi-là, nous aurons des maires élus et des maires nommés. Donc des maires élus et des maires nommés. Alors, il n'y a pas de nomination. Non, il y a de nomination. On parle de désignation. Les thèmes sont clairs. Même lorsqu'on désigne, c'est une nomination.
Ça n'a pas d'autre nom. Comment? On désigne, on informe le préfet tient compte de ce qui a été, des noms qu'on a été envoyés. C'est une nomination. Qu'est-ce qu'il nomme finalement? Est-ce qu'il y a une date de nomination? C'est finalement une nomination par rapport du moins le préfet. Les populations ont été c'est suffisant. La question fondamentale, c'est de savoir si les maires élus et les maires nommés ou désignés, tel que vous le dites là, qui est plus légitime que qui? Vous voyez, on ne peut pas être dans une république et pour les mêmes postes, par exemple, être soumis à différentes lois. Ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas différentes lois. Non, la loi 2019, le protocole électoral est toujours en vigueur. Nous avons la même loi, mais nous ne sommes pas soumis à tout. Pendant que nous y sommes, je reçois des messages, il y en a qui pensent que la légitimité des maires tient déjà du fait qu'ils soient élus. C'est ça. Avant même qu'on les désigne, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire? Quand on parle de la légitimité des maires, par exemple, lorsque tu es élu conseiller, tu n'es pas encore maire. Oui. Tu n'es pas maire, tu es conseiller. Alors pourquoi on parle de la légitimité des maires du fait qu'ils sont élus? Il n'y a pas de légitimité. Qui sont déjà élus conseillers avant qu'on les propose, avant qu'on les désigne. Justement, tous les conseillers ne sont pas des maires. Même ceux qui ont été élus et en arrêté, est-ce qu'on peut parler d'élections à vrai dire? Lorsque vous allez par exemple à Plahoué, où l'Union progressiste a 15 conseillers, le BR a 14. Mais lors de l'élection, 15 ont voté pour l'Union progressiste. Ça veut dire quoi? Ils ont voté pour leur camp. Ils ont voté le candidat que leur camp a désigné. Donc les conseils de l'autre parti n'ont même pas voté. Ils ont voté contre. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas élection. C'est toujours la désignation. C'est toujours la désignation. La désignation et l'élection pour un même poste, sous un même régime juridique. Moi, je veux comprendre. Je veux que les praticiens nous expliquent comment cela peut se faire. Mais au-delà de ça, je dis la question du jeu démocratique. Dès lors qu'à chaque fois qu'on a des obstacles, on supprime le jeu démocratique, ça va aller jusqu'où? Ouais, aujourd'hui, on dit non, parce qu'ils sont indisciplinés, alors il n'y a plus d'élection. Et donc, comme il n'y a plus d'élection, nous désignons une mutation. Je crois que c'est une solution. C'est une solution de la facilité. Je pense que c'est une solution de la facilité. Non, je ne crois pas. Les conseillers ont voulu faire du chantage. On a même entendu déjà dire qu'ils ont dépensé pour faire la campagne. Elle se fait élire. Et donc, ils attendent que ce que les gens avaient l'habitude de faire, c'est-à-dire que si quelqu'un est candidat au poste de maire, qu'il a soudoyé des conseillers avant de se faire élire. Ils attendent ça. Et parce qu'on dit que c'est le parti qui désigne désormais qui présente les candidats, il y en a qui ne sont pas contents. En réalité, l'indiscipline est partie de ces genres de questions-là. Et il faut régler ça parce que les élections ne doivent plus continuer par tourner autour de l'argent. Parce que quand ça va continuer par tourner autour de l'argent, quand est-ce que les plus jeunes, quand est-ce que les plus pauvres, quand est-ce que ceux que les populations aiment et qui n'ont pas les moyens seront élus dans ce pays. Il faut quand même régler ce problème-là. Quand vous savez, par exemple, ceux qui seraient élus maire de Cotonou n'auront pas besoin d'aller corrompre des conseillers avant de alors, on n'a plus que quelques 2 minutes. Vous avez chacun 30 secondes pour nous dire si vous êtes à la place du chef de l'État, si vous devez conseiller le chef de l'État, que diriez-vous à nous demander? Non, mais avant le chef de l'État, j'ai bien envie de dire aux députés qui sont là de faire honneur au Parlement. De faire honneur au Parlement et d'arrêter de nous mettre dans des situations assez confuses. Ça, c'est d'abord le message que j'ai envie de dire à ces députés-là. Mais de dire au chef de l'État qu'au-delà de tout, on dira après que c'est sous le régime Patrice Talon que nous avons assisté à tout cela. Et dit que le Bénin a une histoire démocratique et au-delà de tout, il faut maintenir le jeu démocratique. Si les acteurs ne sont pas en mesure de s'entendre, en train de se comprendre... Le jeu démocratique, c'est aussi que l'Assemblée nationale vote ses lois. Le jeu démocratique, c'est aussi que les gens puissent librement porter les choix sur un valider un candidat parmi les conseillers élus. Le jeu démocratique, c'est aussi que les gens puissent porter les choix sur un candidat qui porte les ambitions pour conduire la destinée de la commune. Parce que lorsque vous imposez un candidat qui ne reçoit pas l'adhésion, il y aura des difficultés dans la gestion, dans la gouvernance de la localité. Et après, on reviendra nous dire que les résultats ne sont pas atteints parce que les gens n'adhèrent pas au profil que vous avez choisi. Même si désormais, avec la désignation de ces maires-là, c'est la formation politique qui va désormais avoir un œil dans la gestion de ce maire. Est-ce que vous voyez toujours qu'il y a des soucis par rapport à la gestion du maire? Tout à fait, il y aura des soucis. Oui, Félicien Fagnon. Dès lors qu'on ne reçoit pas le chef de l'État à bien vouloir discipliner, j'allais dire sa troupe, c'est-à-dire que ceux qui l'entourent. Il n'a qu'à discipliner les partis politiques qui le soutiennent. Il n'a qu'à leur demander de veiller à ce que désormais les actes qu'ils posent soient des actes bien analysés, bien mûris avant de les poser, pour ne pas se voir obligé de revenir corriger pour qu'il y ait ces polémiques qui alimentent aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a eu un peu de précipitation dans la prise de cette loi? Il y a eu précipitation. Évacuer ou étudier quelques cas de figure pour les évacuer. Parce qu'en réalité, dans le code, il y a encore des problèmes. Il y a d'autres cas de figure. Vous voyez, par exemple, hier à Niki, on m'a dit que UP avait 7 conseillers, le BR 8 et puis FCB 10.
Et on dit qui va être candidat. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de majorité absolue. UP présente 2 candidats, BR1 et PFCB 1. On prend qui? Nouveau cas de figure. Et donc, vous voyez, le code est malade. Il vaut mieux qu'on se patiente avant de le corriger. C'est ça, je suis clair là-dessus. Oui. Il faut que le chef d'État discipline son entourage et leur demande de poser des actes bien réfléchis pour ne pas se voir obligé de corriger après. Parce que là, c'est à lui que ça crée le problème en réalité. Parce qu'on pense que c'est lui qui est derrière tout. Est-ce que finalement, ce n'est pas un mot d'ordre qui a été donné, puisque depuis avant-hier, avec la non-élection à Cotonou, tous les conseils communaux sont installés, mais pas d'élection. Voilà, vous voyez que on attend finalement que cette affaire de loi interprétative soit définitivement corrigée sans doute. Parce que dans cette confusion-là, les préfets n'ont pas envie de passer l'accélérateur. Oui. Oui, vous disiez quoi? Non, moi je ne pense pas que ce soit forcément un mot d'ordre, c'est tellement que les préfets sont sur leur garde. Mais ce matin, j'ai appris qu'il y a eu l'élection dans une commune, donc il n'y a pas eu un courrier, on n'a pas vu un courrier circulé qui interdit la poursuite du processus électoral. La nouvelle loi de toute façon n'est pas encore en vigueur. Elle n'est pas en vigueur, donc en réalité, si dans une commune il y a la paix, si les gens s'entendent, ils peuvent toujours continuer à faire des élections. Mais il faut aussi noter qu'il y a des gens qui refusent de passer service, croyant que peut-être que la nouvelle loi, ou bien il y aura un brouillon pour qu'ils puissent rester longtemps à applaudir le maire, d'applaudir la dame. Les gens sont allés pour la cérémonie, ils ont attendu, elle n'est pas arrivée. À Dogbo, pareil. Ils aussi, ils sont restés là et il n'est pas arrivé. Peut-être qu'il y a une remise à cause du processus électoral. On puisse laisser, mais je crois que c'est faux. C'est faux. Il y aura le processus va bien s'achever et les gens vont passer. On a installé le conseil communal. C'est fini. Parce qu'on me dit que le maire dit qu'on l'a appelé hier seulement. Il dit, mais comment? Du moment où on est élu nouveau maire depuis quelques jours, il faut pouvoir. Tu dois faire le service, donc il faut se préparer. C'est des arguments qui ne tiennent pas. Merci à vous, cher monsieur. Merci à vous, Arnaud de Moron. C'était un plaisir. Merci à vous, Félicien Fayon. Merci. On va tout de suite se déplacer pour le journal télévisé. À la présentation, Wahab Alikbara.